Bonjour à tous et excusez-moi pour ce, je dirais pas léger retard, mais retard considérable. Et aussi, voilà, comme vient de le préciser Fallou, effectivement, on va vous laisser assister au cours physiquement jusqu'à la fin des inscriptions en tout cas. D'accord? Alors pour aujourd'hui et demain, on va faire un module qui s'intitule Connaissance TIC de base du travailleur. Alors pourquoi ce module? Parce que ce soit vous et dans le milieu du travail, personnellement en tout cas, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont avec leur ordinateur, qui utilisent Word, Excel, etc. Mais en réalité, ils ne maîtrisent pas bien. Il y a le b.a.-ba des choses très intéressantes à savoir qu'ils ne connaissent pas. Et ça les bloque dans leur activité, sans qu'ils s'en rendent compte en réalité. Et ça pose un grand souci. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à ce module-là, qui je pense est utile pour tout travailleur en réalité, toute personne qui utilise l'ordinateur. Et donc il sera constitué de plusieurs chapitres qu'on va voir. Oh, je me présente d'abord, Massa Maniaï, je travaille au PSEJ depuis 2015 et je suis spécialiste des nouvelles technologies. Je suis dans le secteur informaticien de formation et plutôt spécialisé dans les nouvelles technologies, c'est-à-dire tout ce qui est Internet, communication digitale, les applications, open source, etc. Et je travaille dans ce domaine depuis 1997. Donc voilà, depuis 1997, je travaille sur Internet. Donc pendant ce temps, beaucoup de gens ne connaissaient même pas. Donc voilà, je peux dire que je suis l'une des premières personnes à travailler sur Internet au Sénégal. L'une des premières personnes, excusez-moi, à travailler sur Internet depuis 1997 quand même. Et évidemment, les choses ont beaucoup évolué entre-temps. Je venais juste de finir ma formation d'informaticien et j'ai eu l'opportunité tout de suite de me spécialiser dans tout ce qui est Internet. Et depuis lors, je ne fais que ça. Et évidemment, les choses bougent beaucoup dans le secteur. Surtout de l'informatique de façon générale, les choses évoluent énormément. La façon dont je travaillais en 1997, c'est différent énormément de la façon dont je travaille en 2017, 20 ans après, 2019. Parce que les choses évoluent beaucoup dans ce domaine. Je vous raconterai peut-être quelques anecdotes liées un peu au début d'Internet au Sénégal, etc. Quand on viendra dans ce chapitre-là. Alors, pour ce qu'on va faire pour ces 2 jours, pour aujourd'hui, on va parler d'Internet de façon générale et un peu de sécurité. Et Internet, c'est s'informer, se documenter sur le web, comment faire de bonnes recherches, comment trouver des informations, comment chercher des images, et ainsi de suite. Comment communiquer sur Internet à travers le web, un site web, la messagerie, les réseaux sociaux, et parler un peu de la notion de sécurité. C'est extrêmement important parce que beaucoup de gens se font piéger par Internet, on leur pique leur boîte email, des informations confidentielles, ainsi de suite. On va parler un peu de ça. Et dans l'après-midi, on va terminer à 14 h, d'accord? Comme ça, Dieu bénit de Manico. Alors, on va commencer la biotique dans l'après-midi avec Word. Et demain, on continuera la biotique avec Excel, PowerPoint, Publisher. Et puis, on continuera avec quelques astuces, des questions diverses, si vous avez des questions dans ce domaine, ainsi de suite. Donc, voici un peu le programme très ramassé, parce qu'en 2 jours, c'est assez court, mais on va essayer d'aller vite. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des connaissances, parce que certains d'entre vous sont des experts dans ce domaine, peut-être même plus que moi. Donc, si l'un d'entre vous a des astuces à partager, des choses assez intéressantes, n'hésitez pas à prendre la parole. Comme je l'ai dit hier, toutes les formations qu'on va faire ici, ce n'est pas comme à l'université, ce n'est pas un cours magistral, etc. C'est un partage de connaissances et d'expériences. Ça, il faut bien le savoir. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, à expliquer des choses que vous savez, à partager une expérience. Vraiment, n'hésitez pas. C'est ça qu'on cherche, en fait, tout simplement. D'accord? Donc, il y a des gens parmi vous, peut-être qui maîtrisent mieux Excel que moi, ou mieux Word ou PowerPoint. N'hésitez pas, prenez la parole. Mais gratuitement, on ne va pas payer. Vous allez nous donner un cours gratuit. D'accord? Donc, voilà un peu ce qu'on va faire pour ces 2 journées. Et on va commencer par
tout ce qui est Internet. Alors, on va parler un peu de l'historique, on va faire s'informer, se documenter, acheter, communiquer à travers un site web, messagerie, réseaux sociaux et un peu de sécurité. J'ai déjà parlé de ça. Alors, quelques éléments d'historique d'Internet que peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. La première version du web. Alors, déjà, faire la différence entre web et Internet. On parle de web, d'Internet, c'est quoi exactement tout ça? On n'est pas obligé d'être informaticien pour comprendre ces choses-là. C'est de la culture générale. D'accord? Alors, qui peut expliquer ici la différence entre Internet et web? Pas de candidat? Qui est informaticien dans la salle? Il n'y en a pas? Bon, je suis seul alors. OK. Alors, Internet, c'est le réseau. C'est tout simplement un réseau d'ordinateurs et de serveurs interconnectés à travers des protocoles de communication. Voilà, ça c'est les aspects techniques. Ce qu'il faut comprendre, c'est Internet, c'est un réseau d'ordinateurs, de serveurs interconnectés et qui peuvent être partout dans le monde et qui communiquent entre eux. C'est ça Internet, c'est le réseau Internet. D'accord? C'est la présentation la plus simple qu'on peut en faire. Mais par contre, le web, c'est un des services du réseau Internet. Au même titre que la messagerie, au même titre que le FTP, donc le transfert de fichiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez maintenant la différence. Il y a le réseau qui est là, et le réseau Internet avec ses ordinateurs, ses serveurs qui communiquent. Et sur ce réseau-là, on a mis en place des services. Tout simplement. Et parmi ces services, on a ce qu'on appelle le web, le World Wide Web, 3W. Et le web, c'est un service qui permet justement de mettre en place un certain nombre d'informations pour une entreprise, etc., qu'on appelle donc un site web, avec des images, des photos, des textes, des bases de données. Et ça, c'est le web, ça. Et on le met sur le web. Et donc, tout ça, c'est sur Internet. C'est dans le réseau Internet. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et de la même façon, la messagerie, c'est un service qu'on peut trouver également dans ce réseau Internet. Le transfert de fichiers FTP, c'est un service. Et il y en a d'autres. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Maintenant, dans le langage courant, maintenant, on mélange les choses, hein, mais bon, c'est pas méchant. Mais au moins, il faut comprendre ce que c'est. D'accord? Alors, Internet, donc, en 1989, on a la première version du web. Pas du réseau Internet. Le réseau était déjà en place. D'accord? C'est le web qui est venu en 89. Le premier site Internet en 90. Et en 93, c'est devenu public parce que jusque-là, c'était dans des réseaux assez fermés, des réseaux militaires, des réseaux d'universités, des centres de recherche, etc. Au début, c'était ça l'Internet. C'est après qu'on a démocratisé pour l'ouvrir au public. D'accord? Donc, le web également est devenu accessible au public en 93. Yahoo, que vous connaissez, est né en 94. Amazon.com, qui est devenu maintenant l'une des personnes les plus riches au monde, est né en 95. Donc, il y a des choses à apprendre de ça. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis ça, on va en discuter tout à l'heure. Internet Explorer est né en 95. C'est quoi Internet Explorer? Bon, on continue d'abord et on va revenir sur tout ça. 98 est né Google. En 2001, lancement de Wikipédia, que certains d'entre vous connaissent. Quand on fait des recherches sur Internet, le plus souvent, on peut tomber sur Wikipédia. D'accord? 9 novembre 2004, première version de Firefox. Facebook, qui à l'origine s'appelait thefacebook.com, est né en 2004. YouTube et le Web 2.0 en 2005. Chrome en 2008. Et à partir de 2008, on a l'arrivée des premières applications mobiles. Mais vraiment toutes premières. D'accord? Donc, vous voyez un peu l'historique. Tout ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est né depuis hier. Mais hier, ce n'était pas connu. Pourquoi? Parce que ça n'avait pas encore de succès. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant qu'entrepreneur? Ne vous attendez pas tout de suite à créer quelque chose qui va exploser. Regardez ces dates-là. Ces gens-là ont mis du temps avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Si vous regardez un peu, Amazon.com, 95. Amazon, actuellement, c'est le top. Mais il est né en 95. Et qu'est-ce qu'il faisait au début?
Ils vendaient de quoi? De livres. Amazon, au début, c'était uniquement pour vendre des livres en ligne. Je vais vous montrer tout de suite, je vais le rechercher, la photo de Jeff Bezos dans son bureau quand il venait de commencer. Là, peut-être que ça va vous encourager en tant qu'entrepreneur. Pour vous dire que les choses, ça évolue petit à petit. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on mette en place un business tout de suite et que ça explose. Si vous faites ça, ce n'est pas bon. Vous allez être très vite découragé et abandonné. Mais si vous mettez dans la tête que l'essentiel est de mettre en place, de dépasser toutes les difficultés petit à petit, au début ça va être difficile, je vais encore y mettre mon argent, à un moment donné ça va commencer à se stabiliser et peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, ça va commencer à marcher. C'est tout. Si vous mettez ça dans la tête, vous êtes bon. Parce que quand vous allez démarrer, si ça explose, tant mieux pour vous, mais si ça n'explose pas aussi, vous étiez déjà psychologiquement préparé à ça et vous n'allez pas être découragé. Vous voyez, c'est extrêmement important d'avoir cette posture-là. Regardez un peu Facebook en 2004. C'est né en 2004 et on peut dire que quand même ça a explosé, mais il y a eu des difficultés aussi. Il y a un film sur ça d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez regardé le film. Il s'est battu, il y a eu des difficultés, il a créé son truc, après il a cherché des partenaires. C'est comme ça. Quand vous créez quelque chose d'extraordinaire comme ça, après vous allez chercher des partenaires financiers. Et après, bon, dans certains pays c'est peut-être un peu plus facile, si vous arrivez à convaincre les gens, et après on vous donne de l'argent pour passer à un autre niveau. Mais il a eu à bosser dur pour déjà avoir quelque chose pour convaincre les financiers. Et c'est comme ça que ça fonctionne. YouTube également en 2005, et après petit à petit, on grossit, et c'est devenu ce qu'il est maintenant, et ainsi de suite. Alors, ici, avant de passer, on va parler de ce qu'on appelle, peut-être, pourquoi j'ai mis par exemple Chrome, Firefox, et l'autre encore? Internet Explorer. Qui peut expliquer? C'est quoi? Pourquoi ces trois choses-là? Oui, allez-y, il faut prendre le micro s'il vous plaît. Voilà, bonjour tout le monde. Donc, je pense qu'on a mis ces trois derniers donc, pour expliquer ce dont le professeur Ndiaye vient de dire. C'est-à-dire, étant donné que Internet, donc c'est un réseau international, comme son nom l'indique, International Network, et que donc c'est un océan, cet océan-là, pour pouvoir peut-être tirer des informations, on aura besoin d'un moyen de transport, d'un navigateur. Et donc Internet Explorer, Chrome et Firefox, ce sont des navigateurs, c'est-à-dire des moyens de transport qui vont nous permettre de puiser des informations à travers ce réseau mondial qui permet aux différents ordinateurs d'échanger différentes informations, parmi lesquelles des vidéos, des audios, ainsi de suite. Okay. Donc c'est ma réponse par rapport à cette question. Merci. En fait, c'est ça, c'est des navigateurs. Sur vos ordinateurs, vous les voyez. Internet Explorer, ça vient souvent automatiquement avec Windows déjà. Maintenant, vous pouvez aussi installer Chrome ou bien Firefox. C'est ce qu'on appelle des navigateurs. C'est des applications qui vous permettent de naviguer sur le web. C'est tout. C'est des applications qui vous permettent de naviguer sur le web, d'aller d'une page à une autre, d'un site internet à un autre, etc. C'est ça qu'on appelle les navigateurs. Et maintenant, chacun choisit le navigateur qu'il veut. Mais ils ont tous la même fonction. Vous choisissez le navigateur que vous voulez. Il y en a qui préfèrent Internet Explorer, qui appartient à Microsoft. Il y en a qui préfèrent Chrome, il y en a qui préfèrent Firefox, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut comprendre que c'est juste des navigateurs. Et prenez celui qui vous convient, tout simplement, avec lequel vous êtes à l'aise. D'accord? Alors, voilà un peu quelques éléments d'historique qu'on peut donner ici. Oui, le micro. Une petite contribution, je pense. Étant donné que c'est des applications qu'on installe au niveau de l'ordinateur. Mais pour Chrome, des fois, pour l'installer, il va falloir avoir de la connexion afin de pouvoir faire l'installation. Par contre, pour le Firefox, vous pouvez l'installer directement dans votre ordinateur. Et comme il l'a dit, Internet Explorer vient naturellement avec Windows. Voilà. Et ajoutez aussi que ce n'est pas les seuls. Hein. Il y a d'autres navigateurs. Opera et autres navigateurs aussi. Opera, et ainsi de suite. Parce que les Mac, par exemple, on trouve Opera sur les Mac. Et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc, il faut bien comprendre ça.
Samba, il y a une question en ligne. Oui, vas-y, Mounir. Il y a M. Mamor Ndao qui demande est-ce que les réseaux sociaux tels que Facebook, Messenger et autres peuvent être considérés comme des sites web? Alors, non, ce n'est pas des sites web. On va y venir d'ailleurs. Les réseaux sociaux, ce n'est pas des sites web. D'accord? C'est des applications, des outils qui sont différents des sites web, mais qui peuvent être complémentaires. C'est pour ça qu'on va aborder cette partie sur la communication sur Internet. On va parler d'un site web. C'est quoi un site web? On va parler des réseaux sociaux. Pourquoi, quelle est l'importance de l'un et de l'autre? Et voilà, pourquoi choisir l'un et pas l'autre, ou bien pourquoi avoir les deux? Ça, on va en parler dans un prochain chapitre, tout à l'heure d'ailleurs. D'accord, donc, et en termes d'historique également, Internet est arrivé au Sénégal au début des années 90, si je ne me trompe. Au début des années 90, voilà, on a eu Internet au Sénégal avec les premiers sites web qui ont commencé donc à venir. Et c'est arrivé avec... Beaucoup de gens se sont battus pour faire avancer les choses. Vous entendez souvent parler d'ISOC, ou ISOC, Internet Security. C'est des associations d'experts dans ce domaine. Il y a des noms qui ont beaucoup contribué à l'avènement d'Internet au Sénégal. J'en citerai certains comme les Tidiane Seck, les Alex Corentin. Voilà, c'est des gens, souvent des informaticiens, les Malik Ndiaye et tout ça, qui étaient dans une association justement qui pouvait évoluer Internet au Sénégal. Sans oublier également l'État, bien sûr, et la Sonatel d'alors. D'accord, qui a joué sa partition, Sonatel, donc, que vous connaissez avec Orange maintenant surtout, qui avait beaucoup joué sa partition justement pour faire venir Internet au Sénégal et faire évoluer les choses. Évidemment, avant, il n'y avait pas l'Internet sur les téléphones et tout ça, on ne pensait même pas. C'était vraiment assez rudimentaire en termes... Déjà, les sites web qu'on avait avant étaient très simples. Avant, pour faire un site web, il n'y avait pas d'animation, ceci, des pages compliquées. Non, c'était des choses extrêmement simples. Et pas de base de données au départ, et ainsi de suite. Et pour naviguer sur Internet, c'était réservé à souvent peut-être certains bureaux, ainsi de suite. Internet à la maison, c'était assez rare. C'était au bureau le plus souvent, avec des modems de 33 bits, de 56. C'était vraiment très rudimentaire comparé à ce qu'on a maintenant. Et pourtant, c'est avec ça qu'on travaille et c'était génial à l'époque. Mais heureusement que les choses évoluent. Donc, les premiers sites Internet, c'était vraiment dans les années 90 au Sénégal. Et puis après, les choses ont commencé à évoluer. Même Seneweb que vous voyez ici, Seneweb date de très longtemps. Je ne sais plus en quelle année, mais je me demande si ce n'était pas dans les années aussi 98, 99, Seneweb que vous voyez maintenant. Pour vous dire que Seneweb aussi a fait du chemin. D'accord? C'est comme ça que les choses marchent. Bon, après, maintenant, les choses ont beaucoup évolué avec les technologies qui évoluent, les bandes passantes. C'est pour ça que je disais aussi que la Sonatel a beaucoup joué également, a fait sa partition. Parce que c'est eux qui gèrent tout ce qui est bande passante. D'accord? Seneweb, c'est depuis 2000. Depuis 2000, voilà. Vous voyez, donc ça date de très longtemps, Seneweb. Et aujourd'hui, il est en pole position parce qu'il a eu à faire son chemin. Ainsi de suite, voilà. Donc, la bande passante évolue. Et puis, les technologies évoluent, les sites web évoluent et les utilisateurs aussi évoluent. Et heureusement que tout ça va de pair. Et après, on a eu Internet maintenant sur les téléphones portables, voilà, etc. Et puis, tant mieux pour nous aujourd'hui. Alors, ça, c'était un peu d'histoire d'Internet au Sénégal. Je pense qu'au niveau des premiers sites, nous avons Sud Quotidien qui a eu son site Internet également peut-être en 97 ou 98. C'était l'un des premiers organes de presse à avoir son site Internet. C'était Sud Quotidien. Après, on a eu Le Soleil, que moi-même j'avais fait en 99, je pense. Le premier site Internet du Soleil. Et puis après, voilà, les choses ont évolué. Les ministères s'y sont mis, les privés aussi ont commencé, les entreprises ont commencé à avoir des sites Internet et puis ainsi de suite. Alors, pour passer à autre chose, on va parler d'Internet, s'informer et se documenter. On a parlé déjà des
des navigateurs. Oui, une question? Il faut prendre le micro. Dans la salle, on peut entendre sans micro, sauf que si vous n'avez pas le micro, c'est ceux qui sont en ligne qui ne pourront pas vous entendre. C'est pour ça que c'est important de le prendre. Allez-y. Bonjour. Bon, avant de passer dans l'historique, pour pouvoir naviguer et utiliser tous ces navigateurs, il nous faut une connexion. Et je voulais savoir l'historique de cette connexion, les réseaux Wi-Fi et autres. Comment elle est venue dans le monde et plus particulièrement dans notre pays, au Sénégal. Okay. Merci beaucoup. Merci. Alors, évidemment aussi, la connexion a beaucoup évolué. Déjà en termes de bande passante. Comment il faut comprendre la bande passante? C'est comme un tuyau, tout simplement. Un tuyau d'eau, d'accord, qui alimente une maison. D'accord? Plus ce tuyau il est gros, plus vous avez de l'eau à la maison. C'est aussi simple que ça. C'est ça la bande passante en fait. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, pour ne pas entrer dans des choses trop techniques. D'accord? Et cette bande passante-là, ça passait beaucoup par... c'est plutôt Orange qui a géré cette bande passante-là, qui arrive au Sénégal. Une fois que ça arrive au Sénégal, après c'est dispatché. D'accord? Et ça arrive par le canal de la Sonatel. C'est comme ça que ça marchait. Et maintenant, plus la Sonatel avait une grande bande passante, plus au niveau utilisateur aussi, on avait une grande bande passante. Parce que c'est cette bande passante que reçoit le Sénégal qui est partagée au niveau des utilisateurs. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et heureusement, cette bande passante-là, au fur et à mesure des années, elle n'arrête pas de s'accroître. D'accord? Et plus vous avez une grande bande passante, plus vous êtes à l'aise pour naviguer parce que vous avez beaucoup d'eau qui arrive au robinet. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Plus il y a une forte pression au niveau de ce tuyau, plus ce tuyau est grand, il y a une forte pression, plus quand vous ouvrez votre robinet, ça descend très vite. Et c'est exactement la même chose au niveau de votre connexion aujourd'hui. D'accord? Ça descend vite parce que vous avez acheté déjà un forfait qui va vite. Ce fournisseur chez lequel vous avez acheté ce forfait, lui-même, il a une bande passante qui va vite et qui passe peut-être par un autre opérateur beaucoup plus grand qui a une bande passante également qui va vite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche, des histoires de bande passante. Et au fil des années, effectivement, cette bande passante grandit. Maintenant, il faut dire qu'au début d'Internet, c'était plutôt par câble. Tout se passait vraiment par câble. Il n'y avait pas encore le Wi-Fi. Il n'y avait pas encore le Wi-Fi, tout se passait par câble. Et c'était plutôt par la ligne, ça passait au début par la ligne téléphonique. D'accord? On a utilisé les câbles téléphoniques également au début pour faire passer l'Internet en même temps. Et après ça, c'est ce qu'on a appelé après l'ADSL, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est comme ça que ça se passait. Ça a utilisé le réseau téléphonique pour véhiculer également les données d'Internet. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, ça l'utilise à travers ce qu'on appelait l'ADSL et d'autres technologies. Et après, à un moment donné est venu le Wi-Fi, qui permet justement d'interconnecter deux ordinateurs, par exemple, sans connexion filaire. D'accord? Ça, c'est arrivé après quelques années, je ne sais plus quand exactement, mais c'est arrivé après. Et à partir de là également, on pouvait se connecter par Wi-Fi. Mais il faut savoir que derrière ce Wi-Fi-là, il y a des câbles aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être que par Wi-Fi, vous êtes lié d'un point à un autre, mais c'est sûr qu'à un moment donné, ce point-là, il est lié par câble à un autre. Donc le Wi-Fi arrive juste peut-être sur une branche donnée. Et en général, c'est à la fin, vers l'utilisateur. Mais après l'utilisateur, c'est plutôt par câble que ça marche. D'accord? Et ça, il faut le comprendre. Parce que le Wi-Fi aussi, ça a ses limites. Ça a ses limites. Ça dépend de la distance, du matériel que vous avez également déjà. Ensuite, de la distance à parcourir entre les deux points qui transmettent l'information, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en général, c'est au niveau terminaison finale, vers l'utilisateur, que c'est à le Wi-Fi, mais après, c'est du filaire. D'accord? Et c'est comme ça que les choses ont évolué. Et après, évidemment, on a eu le téléphone, le smartphone, qui arrive également à se connecter à Internet. Mais tout ça, c'est des technologies qui sont arrivées il y a peut-être 10 ans ou 15, je ne sais plus. Avec ça, on a eu maintenant la connexion au niveau des smartphones, qui également, avec bien sûr la 2G, 3G, 4G. C'est ça en fait, c'est des technologies. On a commencé par, je ne sais pas, en tout cas, il y a eu la 2G, la 3G, la 4G, aujourd'hui 5G, ainsi de suite. Ça veut dire que ça évolue
au niveau de cette technologie-là qui permet de se connecter avec son téléphone, par exemple. D'accord? Oui, allez-y. Oui, le micro, s'il vous plaît. Oui, allez-y, après vous lui passez, comme vous avez déjà ça. Bonjour, c'est Abdoulaye Diawara. En fait, je voulais savoir, sur le plan sécuritaire, par rapport à l'ADSL et le Wi-Fi, pour une entreprise, qu'est-ce qui plaît adéquat sur le plan sécuritaire? Alors, il faut dire que pour une entreprise, le Wi-Fi, c'est en interne. C'est une fois qu'on a la connexion qui vient au niveau de l'entreprise, qu'on se décide de voir si on alimente les bureaux avec le câble, d'accord, ou bien on alimente les bureaux avec le Wi-Fi. C'est ça votre question. Mais jusqu'à ce que ça arrive au niveau de votre bureau, ça c'est d'autres choses. En général, c'est du filaire. Mais même si maintenant on a des connexions radio qui sont arrivées maintenant. D'accord? Mais ça, ce n'est pas vous qui gérez, ça c'est le fournisseur qui gère. Mais une fois que vous avez maintenant l'Internet au niveau de votre bureau, là vous choisissez. Si vous avez beaucoup de pièces, beaucoup d'étages, ainsi de suite, vous dites, est-ce que je vais partager la connexion par Wi-Fi ou bien je vais faire partie des câbles qui vont alimenter chaque pièce de mon bâtiment. Mais ça, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Et en termes de sécurité, chacun a ses préférences. Ce qui est sûr, c'est que si vous mettez le Wi-Fi, il y a un code d'accès qui permet d'entrer. Et évidemment, il faudra le sécuriser. Et si quelqu'un d'autre qui n'est pas membre de votre entreprise a ce code d'accès-là, il peut se connecter à travers votre réseau. Et il y a des moyens également, une fois qu'on est connecté, de passer à autre chose. Il faut le savoir. Évidemment, ça devient une faille de sécurité. Je pense qu'a priori, câblé, c'est plus sûr. Sauf que câblé aussi, ça a ses inconvénients. Parce qu'il faut faire passer des câbles partout dans le bâtiment. Ensuite, peut-être que les gens travaillent avec des portables, ils vont se déplacer souvent, etc. Voilà, ça a ses inconvénients. Mais c'est sûr que c'est plus sûr parce que le Wi-Fi, une fois qu'une personne externe a votre mot de passe, il peut entrer. Et si les utilisateurs ne sont pas très prévenants, il peut passer et faire autre chose. Donc voilà, c'est sûr que câblé, il y a plus de sécurité. Mais ça a ses inconvénients également. Oui. Bonjour, moi c'est Moustapha Sissamb. D'abord, je m'en vais vous remercier pour les éclaircissements, les historiques. Je trouve que c'est assez pertinent. En fait, en parlant de Wi-Fi et de code de sécurité, moi, je viens de trouver donc ici plein de réseaux qu'on a découverts, parmi lesquels il y a de réseaux du PSEJ qui est sécurisé. Alors donc je demande, est-ce qu'il y a donc une possibilité pour nous donc de profiter de ce réseau Wi-Fi là pour pouvoir faire ces travaux personnels concernant le truc? Ouais. Pour le moment, on vous donnera au moment opportun. Ok, il y en aura. On aura. Il y en aura. Ouais, merci. Merci. Mounir, tout le monde t'a entendu, hein? Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai anticipé pour la réponse. Ah. Il y a encore des... Ouais. D'accord. Merci. Si vous ne l'avez pas, c'est Mounir. Hein? D'accord. On va mettre en place un Wi-Fi pour que vous puissiez utiliser, qui est différent du Wi-Fi qu'on utilise parce qu'on évite la saturation, comme on doit aussi diffuser pour les autres. D'accord. Mais on va vous donner un Wi-Fi. Merci. Ok. D'autres questions? Oui, le micro est là. Bonjour, donc je pose la question à savoir, par exemple, si on travaille dans un endroit qui est partagé et qu'on nous a donné le mot de passe du Wi-Fi, est-ce que dans ce contexte-là, ceux qui nous ont donné le mot de passe pourraient repasser par le Wi-Fi et avoir accès à nos données? Alors, oui, quand vous vous connectez à un espace public, c'est ça, avec un Wi-Fi, il y a toujours des failles. Le Wi-Fi, il y a toujours des failles. Maintenant, le seul problème, c'est que quand on pense à ces failles-là, on se complique beaucoup la vie parce qu'on ne s'en sortira pas. Parce que le Wi-Fi est incontournable. Vous ne pouvez plus vous en passer. Maintenant, il faut se dire qu'il n'y a pas trop de risques. Et je le fais quand même. Sinon, ça va être compliqué. Mais il faut savoir que le Wi-Fi, il y a toujours des failles de sécurité avec le Wi-Fi. Surtout quand dans des espaces publics. Mais évidemment, oui, allez-y. Alors peut-être ça me fait penser, une petite contribution. Donc j'ai reçu une suggestion de, je pense c'est Kaspersky. Kaspersky, oui. Voilà, comme quoi ils peuvent protéger
Oui, réseau Wi-Fi. oui, c'est ça. Il y a c'est des antivirus, anti-trucs et tout ça qui protègent votre ordinateur. Hein. Il y a des outils pour ça. Mais on n'est jamais protégé à 100%. Même si on installe bien ces outils-là, on n'est jamais à 100%. Dès qu'on est sur un Wi-Fi public, on est forcément à découvert. Même si on peut essayer de se protéger avec tous ces outils-là, les firewalls, les ceci, les cela, ça fait un certain travail, hein, mais on n'est jamais protégé à 100%. Maintenant, il faut juste fermer les yeux parfois et utiliser. Sinon, on ne s'en sort pas. C'est ça. Mais en fait, ce qu'il faut... On va y venir, hein, les aspects sécurité. On va y venir tout à l'heure. Au moins, le minimum de choses qu'il faut éviter, en tout cas, pour ne pas se faire piéger. On va y venir tout à l'heure. Voilà, bon, par rapport à ça, parce que le Wi-Fi, celui qui vous donne le Wi-Fi, peut-être il a la possibilité de sécuriser davantage, c'est-à-dire modifier le mot de passe. Mais en même temps aussi, il a un contrôle sur vous. Parce qu'il y a quelques paramètres, s'il entre là-bas, il va détecter les différents utilisateurs qui se sont connectés à son réseau Wi-Fi. Et à un moment donné même, il peut, du moment que c'est lui qui vous l'a donné, il peut même vous déconnecter. Ça aussi, il faut le savoir. Maintenant, concernant Kaspersky, peut-être, c'est beaucoup plus côté protection antivirus et certaines attaques. Mais pas peut-être à 100% pour sécuriser le réseau Wi-Fi en tant que tel. Mais peut-être contre les virus, certaines attaques dans Internet. Surtout, c'est un antivirus tout court, comme les autres Avast, mais qui est quand même très efficace pour la protection. Merci. Et en fait, celui qui vous donne un code Wi-Fi, il peut même aller plus loin que ça. Il peut même à travers ce code aussi, mais là, c'est vraiment s'il est expert vraiment dans ces trucs-là. Même moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Il faut vraiment être un expert dans le piratage, etc., pour essayer d'entrer même dans votre ordinateur, etc. Mais ça, c'est à un niveau vraiment très élevé. Il faut être vraiment un expert dans ce domaine. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir trop peur de ça. D'accord? Oui? Il y a des gens qui font ça ici? Il y a des pirates ici? J'ai l'impression qu'il y en a dans la salle. Hein? Ok. C'est devenu une profession, hein? C'est devenu une profession, oui? Oui, vous êtes hacker? Donc voilà. Et ils sont des gens très, 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 très forts qui arrivent à déverrouiller les trucs et passer dans un réseau, faire tout ce qu'ils veulent, et ainsi de suite. Okay. Mais sachez que les choses ont tellement évolué que maintenant tout est possible. On peut vous piéger facilement, très facilement, pour accéder à votre ordinateur. Mais vraiment très facilement. Et il faut faire attention à ça. On va en parler tout à l'heure, quand on va passer à la sécurité. D'accord? De toute façon, il faut éviter d'avoir des informations trop confidentielles sur son ordinateur. C'est aussi simple que ça. Et là, après, on est à l'aise. D'accord? Par exemple, vos codes d'accès, vos codes bancaires, le mot de passe de votre carte GAB, tout ça, ne mettez pas dans votre ordinateur. D'accord? Et là, même si on vous pique vos informations, il n'y a rien de confidentiel dedans. Ok. Bonjour, c'est Zérian. Je me nomme Cédina Alunimlan. Bon, ma question va porter sur le pare-feu. Qu'entendez-vous dire par pare-feu? L'autre question, c'est qu'est-ce qu'on a besoin sur l'ordinateur pour le contrôler à distance? Parce que j'ai passé à la Sonatel 3 mois, mais lorsqu'on avait des problèmes techniques, on va passer des coups de fil, mais on doit demander une cote sur l'ordinateur. Lorsqu'on lui a donné, on va voir tout de suite que notre ordinateur manipule sans qu'on le touche. Donc ça m'a vraiment inquiété. Donc c'est l'occasion de vous demander ça. Vous pouvez m'expliquer un peu, merci. Oui, alors le pare-feu, c'est des outils qui permettent justement, c'est lié un peu à votre question tout à l'heure, de se prémunir de certaines attaques. D'accord? Justement, maintenant les antivirus intègrent justement des solutions pare-feu. C'est pour ça que ça peut être un antivirus en même temps qui a également des outils pare-feu, et ainsi de suite. Ça permet de se prémunir de certaines attaques. Donc c'est important parfois de l'activer sur votre ordinateur. D'accord? Même Windows a déjà un pare-feu qui vient avec Windows, qu'il faut activer pour se prémunir de certaines attaques. Parce que les attaques, vous ne les voyez pas. Hein? Les gens qui entrent dans votre ordinateur, vous ne les voyez pas. Hein? Donc installez ça et puis après laissez courir, tout simplement. D'accord?
Ça, c'est ce qu'on appelle les pare-feux. Mais ça, c'est un peu plus poussé. C'est vraiment des choses peut-être que les informaticiens connaissent, etc. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi des applications qui sont nées il y a quelques années qui permettent de contrôler un ordinateur à distance. Il y en a beaucoup. Hein? Et le plus célèbre, c'est... comment il s'appelle encore? TeamViewer, voilà. C'est certainement TeamViewer ou bien une autre application. Alors, TeamViewer, tout le monde peut l'utiliser. Moi-même, je l'utilise. Tout le monde peut l'utiliser. TeamViewer, comment ça se passe? C'est une application que vous avez des deux côtés. C'est-à-dire sur deux ordinateurs. Ici, vous avez TeamViewer. Ici, vous avez TeamViewer. Quand on lance l'application, d'accord, TeamViewer te donne un code là-bas. Moi, quand je lance aussi, j'ai un code ici. Si moi, je veux contrôler ton ordinateur, tu vas me donner le code que TeamViewer t'a donné là-bas. Et c'est un code qui change régulièrement. Tu me donnes le code, dès que je le mets, je prends contrôle de votre ordinateur. Et à partir d'ici, je peux travailler comme si c'est votre ordinateur qui était là. Voilà, c'est bureau à distance, voilà, comme vous voulez. C'est comme ça, c'est des applications maintenant qui sont faites pour ça, qui permettent de contrôler un ordinateur à distance. C'est très utile parce que quand je ne suis pas au bureau, je peux me connecter à mon ordinateur du bureau pour régler un problème, ou bien quand je suis technicien et qu'un des clients, comme à la Sonatel, a un problème, à distance, je peux prendre possession de son ordinateur et voir un peu où se situe le problème et essayer de le régler. Donc c'est très utile maintenant de travailler avec ce genre d'application-là. Mais je ne peux accéder à son ordinateur que s'il me donne le code. Et dès que je finis, ce code-là change. Et je ne pourrai plus entrer encore. Parce qu'il y a un autre code qu'il faut qu'il me donne pour que je puisse entrer. D'accord? Donc il y a des protections quand même pour éviter que la personne n'ait accès tout le temps à ton ordinateur. C'est vraiment la session. Dès que tu ouvres la session, tu as un code, tu me donnes ce code, je peux travailler. Mais dès qu'on ferme, après, ce code ne marche plus. D'accord? Oui, allez-y, là-bas. Prenez le micro, s'il vous plaît. Oui, allez-y, vous avez une question? Oui, allez-y, après vous lui passez le micro. Bonjour tout le monde. En fait, pour revenir sur cette notion de pare-feu, que je n'ai pas bien compris, j'ai fait une remarque. Parfois, quand on essaie d'installer certaines applications dans son ordinateur, l'ordinateur indique que cette application peut apporter des modifications dans votre ordinateur. Alors, je demande si c'est le pare-feu qui fait ça ou bien. Le pare-feu peut le faire. Le pare-feu peut vous mettre en garde contre une application. Parce qu'il peut se dire que c'est une application qui est suspecte. Ou bien c'est une expansion, et même plus loin que ça, l'application n'est même pas suspecte, mais c'est une application carrément qui a un virus. Ou bien qui peut attaquer, qui a des failles de sécurité, etc. Le pare-feu peut vous dire, attention, ce que vous êtes en train d'installer représente une menace pour votre ordinateur. C'est à ça que ça sert, justement. D'accord? Parfois, il y a des applications qui, par contre, s'installent sans vous demander. Et ça aussi, le pare-feu va vous dire, attention, il y a une application qui est en train de s'installer, et ceci ou cela, et vous donne des informations. C'est comme ça que ça marche. D'accord? C'est comme une sentinelle qui est là et qui va surveiller un peu les entrées et les sorties sur votre ordinateur. C'est un peu ça. D'accord? Oui, allez-y là-bas. Bonjour, je m'appelle Détective. Donc, je voudrais savoir la question portant sur l'application TeamViewer. Donc, est-ce que c'est téléchargeable gratuitement ou c'est payable? C'est gratuit. C'est teamviewer.fr ou .com et vous allez télécharger gratuitement. Et c'est disponible sur Play Store? Non, ça c'est pas... Non. Je pense qu'il y a une version maintenant pour les smartphones. Maintenant, après de l'autre côté sur votre ordinateur, vous installez la version ordinateur. Ok, merci. Je ne suis pas sûr par contre pour la version smartphone, je ne suis pas sûr. Mais je sais qu'entre deux ordinateurs, vous installez sans problème. Vous allez sur leur site internet, teamviewer.fr ou .com je pense, et vous installez, et vous pouvez installer sur les deux ordinateurs, et les deux ordi peuvent communiquer. Maintenant, avec les téléphones, je ne sais pas comment ça a évolué. S'il y a une version... Il y a une version Android. Oui, c'est ça. Il y a une version Android. Ah oui, je l'ai même déjà installé. Donc, avec mon téléphone Android, j'ai à contrôler un ordinateur à distance. Oui, c'est vrai. Donc, c'est Team Niveau ou... TeamViewer, je vais vous l'écrire ici. D'accord. Ok. J'ai l'impression que quand j'ai demandé s'il y a des informaticiens, il y a des gens qui n'ont pas levé la main. TeamViewer, c'est comment encore? C'est ça? Voilà. Il y a des informaticiens dans la salle. Hein? Ils se cachent. C'est des pirates en fait. C'est ça l'application. Ah, c'est pas venu? Ok. Oh. Voilà, c'est ça.
TeamViewer. Vous voyez tout, c'est bon? Voilà. Une question. Oui, allez-y. Bonjour. Ma question, c'est par rapport à l'application dont on parlait tout à l'heure. Bon, je voulais savoir, est-ce que tu peux prendre possession de ton ordinateur qui est par exemple dans ton bureau à 100%? Je pose la question parce que là où je travaillais, mon ordinateur avait un problème. Et la personne qui se chargeait à faire les paramétrages, il était depuis le Ghana. Et alors, on communiquait sur WhatsApp et il me disait de faire, par exemple, d'appuyer sur Entrée ou bien de faire ceci, cela. Et en même temps, il était en train de paramétrer l'ordinateur. Et je voulais savoir, est-ce que ça peut se faire, on peut prendre possession de ton ordinateur à 100%? Oui, on peut prendre possession de l'ordinateur à 100%. Mais parfois, il te demande de taper sur Entrée, peut-être pas. Parce que aussi, ça utilise la connexion Internet. Quand la connexion n'est pas très bonne, le temps de réaction est très lent. C'est-à-dire, moi, si je contrôle ton ordinateur, quand je tape Entrée ici, je suis sur ton ordinateur. Mais il y a un temps de latence qui dépend de la connexion, de la qualité de la connexion. Et peut-être que c'est dans 5 secondes ou 10 que ça va marcher sur votre ordi. Donc peut-être que pour éviter ça, parfois il vous dit, demande vous-même de faire l'opération pour aller plus vite. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que moi, j'ai déjà fait ça, effectivement. C'est plus rapide parfois de dire à la personne, vas-y, écris ça. Ou bien tape sur telle touche. Parce que si je le fais, il y a un temps de latence. Parce que j'utilise la connexion Internet. C'est juste pour ça. Mais sinon, il contrôle votre ordinateur à 100%. Il peut aller où il veut sur l'ordi. C'est bon? Alors, on va continuer sur le... Voilà, on a parlé des navigateurs tout à l'heure. Alors, maintenant, recherche d'informations, ça va affiner ces recherches. En tant que travailleur, vous allez certainement, ou en tant qu'utilisateur normal, faire beaucoup de recherches sur Internet. Maintenant, il faut... Oui. Oui, bonjour. Bon, ma question, c'est de savoir, ça me pose toujours des problèmes, de savoir, les fichiers supprimés sur l'ordinateur, oui. D'où est-ce que c'est stocké? Moi, ça me pose toujours des problèmes à savoir, parce que tu as tendance à supprimer un fichier, ça part au corbeil, et après, voilà, tu ne trouves plus... Oui, a priori, quand on supprime un fichier, ça va au niveau de la corbeille. Mais on peut supprimer un fichier en lui disant ne va pas au niveau de la corbeille. Définitivement. En combinant avec Shift, je pense. D'accord? Si vous combinez Shift et supprimer, là, le fichier ne va pas au niveau de la corbeille. Tout ce que vous supprimez, ça, c'est des mesures de sécurité. Parce qu'on on se dit que vous pouvez supprimer un fichier et puis après, plus tard, vouloir le récupérer. C'est pour ça que ça va à la corbeille. Et à tout moment, vous pouvez aller au niveau de la corbeille et récupérer un fichier que vous avez déjà supprimé. C'est pour ça qu'on a mis en place ce système-là. Mais il faut savoir que quand vous supprimez un fichier, même au niveau de la corbeille, après, parce qu'après, vous pouvez aller au niveau de la corbeille et dire, supprimez tout ce qu'on a au niveau de la corbeille. Et là, après, c'est fini, vous ne pouvez plus récupérer. Mais les informaticiens savent qu'il y a toujours moyen de récupérer. D'accord? Ça peut être plus ou moins difficile, mais il y a toujours moyen de récupérer. Même quand vous formatez votre disque dur, il y a toujours moyen de récupérer. Vous le voyez souvent dans les films, non? Vous l'avez vu dans les films. Ceux qui regardent Unité spéciale ou bien l'autre série, vous le voyez souvent. Même quand on formate un disque dur, il y a moyen de récupérer les données qui étaient dedans. Mais ça va à des niveaux assez élevés. Il faut avoir un certain matériel. Il faut s'y connaître également pour faire ce genre de travail-là. Oui. Voilà. Mais sauf que ça ne marche pas à 100%. Voilà, en tout cas, moi, je pense que la dernière fois que j'ai utilisé, ça fait quand même 2 ans ou 3, ça peut récupérer une partie, etc. Voilà, j'avais du mal à trouver quelque chose qui fonctionne vraiment à 100%. Mais bon, maintenant, peut-être que les choses ont beaucoup évolué en tout temps et tout. Mais en tout cas, c'est comme ça. On peut toujours récupérer ce que vous avez supprimé. D'accord? Donc,
méfiez-vous un peu de vos ordinateurs. Oui, alors, recherche d'informations, ça va affiner ces recherches. Ça, c'est ce que vous faites au quotidien. Là, je vais ouvrir un navigateur. Alors, recherche d'informations, tout le monde le fait. D'accord, je pense. On va, par exemple, qu'est-ce qu'on va chercher comme exemple? Qu'est-ce qui est comme là comme information actuellement? On va faire un test tout de suite. Hein. Je cherche, par exemple, des informations sur... Allez, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. OK? Allez, on y va. Bon, je vais agrandir un peu, comme ça tout le monde pourra voir. Qu'est-ce que j'ai fait pour agrandir mon écran? Qu'est-ce que j'ai fait pour agrandir l'écran? Contrôle? Contrôle plus. C'est des petites choses qu'il faut connaître. Contrôle plus et j'agrandis mon écran. Contrôle moins et je diminue. Donc c'est la touche contrôle combinée avec plus ou moins, tout simplement. Quand vous êtes sur Internet, sur votre navigateur. OK? C'est des petites choses comme ça qui peuvent être utiles. Alors, recherche Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce qui m'a sorti? Déjà Wikipédia, on en a parlé tout à l'heure. Wikipédia, c'est une encyclopédie, tout simplement, avec énormément de contenu sur tout. D'accord? Et en général, au niveau des moteurs de recherche, c'est vraiment classé toujours en tête. D'accord? Évidemment, ça dépend de ce que vous cherchez. Alors, il m'a sorti Cheikh Anta Diop sur Wikipédia. Oui? Il m'a sorti l'Université Cheikh Anta Diop, biographie Cheikh Anta Diop. Bon, alors, ici, le problème, c'est quoi? J'ai mis Cheikh Anta Diop sans préciser ce que je veux. Vous voyez? Il faut que je précise ce que je veux chercher. Quand vous mettez des mots-clés, il faut toujours préciser ce que vous voulez. Est-ce que je veux chercher des infos sur l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop? Est-ce que je cherche des informations sur Cheikh Anta Diop tout simplement? Ou bien vous précisez. D'accord? Et là, donc, vous voyez, on a Wikipédia, et ainsi de suite. Donc maintenant, si je veux des informations sur l'université, j'ajoute université. Tout simplement. Et là, vous voyez, il me met l'UCAD. UCAD, Cheikh Anta Diop University. Voilà. Ça permet de filtrer les réponses que vous avez. Donnez le maximum de mots-clés possibles. Parce qu'il y a énormément, des milliards de pages sur Internet. Si vous ne précisez pas votre recherche, vous n'aurez pas de bons résultats. D'accord? Donc, attention également aux mots-clés que vous voyez ici. Ensuite, sachez que vous avez ici des outils qui vous permettent de filtrer vos résultats. Et je vais juste pas... Pourquoi il m'a mis ça en anglais d'ailleurs? Allez, en français... Bon, c'est pas grave. Ici, il y a l'outil Tools, outils, dans la version française du navigateur, qui vous permet de dire... C'est extrêmement important, cette partie-là. D'accord? Je veux juste tout ce qui est sorti sur Cheikh Anta Diop de cette année, de ce mois-ci, de telle date à telle date, aujourd'hui, ainsi de suite. Ça permet de filtrer ce que vous êtes en train de chercher. Si par exemple c'est lié à une actualité, attendez, je vais... Comme ça, je vais avoir tout ça en français. Voilà. Cheikh Anta Diop, université. Voilà. Ça devient outil maintenant. Outil, ici, date, indifference. Ça, c'est très important. Je l'utilise tous les jours. Ça me permet de filtrer les informations que je veux chercher. Surtout quand c'est lié à une actualité, par exemple. Ici, je peux lui dire, donne-moi toutes les informations qui partent de l'Université Cheikh Anta Diop qui est sortie hier et aujourd'hui.
ou bien sorti cette semaine, ou bien sorti ce mois, ou bien sorti cette année. Ça vous permet vraiment de filtrer vos résultats. Et c'est extrêmement utile. D'accord? Et après, il y a d'autres choses comme la langue, et ainsi de suite. Mais le plus important, c'est cette notion de date que vous avez ici, qui vous permet de filtrer vos résultats. Par exemple, si je veux chercher des informations sur la grève de la semaine passée, un exemple, je le filtre. Je lui dis, parle-moi des informations qui sont sorties et qui ont moins d'une semaine, si c'est moins d'une semaine. Et ça me permet de n'avoir que des informations sur cette semaine-là. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Bon, maintenant, il y a d'autres outils, hein, mais le plus important, c'est vraiment celui-là. Aussi, il y a une chose dont on va parler, c'est que vous pouvez dire, je veux juste des vidéos, ou bien, plus utile encore, juste des images. Et là, évidemment, on utilise Google. Maintenant, mais tous les autres moteurs de recherche le font. Et concernant les moteurs de recherche, il faut savoir que c'est vrai que maintenant Google est devenu incontournable, mais je me rappelle qu'au début, Google n'existait pas encore. C'était Alta Vista, Yahoo, voilà, des moteurs de recherche que beaucoup de gens n'utilisent plus maintenant. Et pourtant, qui en ce moment-là étaient au top. Vous voyez, c'est vraiment un secteur qui est très... Il est très bizarre, ce secteur. On peut se créer un truc tout de suite, ça marche demain. Ça peut marcher demain, et après-demain, ça tombe. Donc, c'est un secteur quand même qui est comme ça. D'accord? Il y a des outils que tout le monde utilisait à un moment donné et que maintenant, personne n'utilise plus. Bon, le cas le plus récent, peut-être, bon, même si ce n'est pas vraiment tombé à l'eau, mais quand même, ils ont beaucoup perdu. Prenez Viber. Avant que WhatsApp ne vienne, c'était Viber. Tout le monde utilisait Viber. Avant, c'était? Comment? Skype, voilà, Skype, c'est ça, beaucoup moins maintenant. Il y a eu Skype, il y a eu Viber, etc. Mais WhatsApp est venu et a damé le pion à tout le monde. Ils ne sont pas complètement morts, mais quand même, ils ont perdu beaucoup de parts de marché. D'accord? Donc, c'est très instable comme secteur. OK? Même Facebook, avant Facebook, il y en avait d'autres, hein, comme High Five, je pense, comment ils s'appelaient d'autres groupes. Avant Facebook, il y avait d'autres applications qui faisaient à peu près la même chose que Facebook et que les gens utilisaient, mais quand Facebook est venu, il a tout raflé. Oui? Bonjour. Oui, moi, ma question, c'est par rapport à la fiabilité des informations qui sont données à travers l'Internet. Donc, on voit bien que Wikipédia, c'est un site d'information plus ou moins libéral. Donc, si je peux le dire comme ça. Donc, les informations sont entrées, même moi, je peux entrer des informations là-dedans. Donc, j'aimerais savoir comment mieux filtrer l'information, voilà, pour vérifier si c'est, voilà, pour savoir si la véracité de l'information. OK. Alors, il faut savoir que Wikipédia, effectivement, c'est les gens qui mettent là-bas les informations. Mais c'est contrôlé après. Il faut savoir qu'ils vérifient après les informations qui sont postées. D'accord? Ce n'est pas ouvert comme ça où on peut mettre n'importe quoi. C'est pour ça que les gens donnent toujours du crédit à ce qu'on met sur Wikipédia. Parce que quand même si c'est participatif, c'est les gens qui mettent, après il y a des vérifications qu'ils font. D'accord? Pour valider ou ne pas valider, etc. Donc en général, toutes les informations qu'ils mettent sont bonnes. Mais la question de fond, c'est comment justement se fier à l'information qu'on trouve sur Internet, parce que c'est un grand problème. Il y a beaucoup d'informations sur Internet, valables aussi sur WhatsApp, etc., qui sont fausses. Beaucoup. Alors, il faut tout simplement corréler des informations. Quand vous avez une information sur Internet, essayez de voir si vous avez la même information à travers d'autres sources, sur Internet ou ailleurs. D'accord? C'est ça. Quand l'information vous paraît un peu louche, cherchez ailleurs si vous avez la même information. Tout simplement. D'accord? Naviguez sur d'autres sites, faites des recherches, pour essayer de corréler un peu les informations que vous avez. C'est vraiment la seule chose que vous pouvez faire. D'accord? Essayez d'avoir le maximum de sources pour fiabiliser cette information-là. D'accord. Oui, allez-y. Bonjour. Je voudrais savoir, pour les recherches, quand on fait des recherches pour les fichiers en PDF, là, on clique directement, ça se télécharge. Mais pour les articles,
nous qui écrivons des mémoires, on a besoin de télécharger directement l'article qu'on a pour pouvoir le lire en entier. Mais on n'a pas cette possibilité. Comment on fait pour le télécharger? Alors, vous pouvez déjà faire du copier-coller. Ça marche. Déjà, c'est le plus simple. Copier-coller. Ça, on verra ça quand on va faire la bureautique. CTRL-C, CTRL-V. D'accord? C'est le plus simple, mais parfois on a besoin de récupérer la page telle qu'elle. Oui. Parce qu'il y a d'autres informations qui sont utiles. Pour la revue bibliographique, voilà. On a besoin de récupérer la page telle qu'elle. Oui, c'est ça. Alors, il y a plusieurs solutions. On va ouvrir une page. Cheikh Anta Diop, par exemple. Non, là, je prends uniquement Cheikh Anta Diop. Allez, supposons qu'on a cette page-là. Voilà. Alors, ça c'est l'université? Ok, non, je veux un contenu plus spécifique. Voilà, la biographie de Cheikh Anta Diop. Ok. Ça, il y a deux possibilités. Si vous avez besoin de récupérer cette page. La première, évidemment, c'est du copier-coller. D'accord? Mais si vous avez besoin de la récupérer telle qu'elle, sur ce site-là, ça m'étonnerait. Mais il y a des sites où vous avez un bouton enregistrer en PDF. Première solution. Si vous ne l'avez pas, on a quand même téléchargé download ici. Mais si vous n'avez pas tout ça, même avec le bouton imprimer, souvent sur beaucoup de pages, vous avez un bouton imprimer. Avec ce bouton-là, vous pouvez enregistrer en PDF. Ça dépend également de votre ordinateur. Mais je vais vous montrer un exemple tout de suite. Ici, si je fais imprimer, regardez, je fais fichier, imprimer. Avec Windows, on a cette possibilité de faire, c'est où? Alors, déjà moi j'ai Adobe, d'accord, que j'ai installé, et Adobe justement est considéré comme, ici en tout cas, je peux imprimer avec Adobe directement. Et là, il l'enregistre en PDF. Ici, ça peut être considéré ici comme une imprimante. Sauf qu'il imprime sur un fichier PDF que vous enregistrez. Maintenant, même si vous n'avez pas Adobe ici, vous venez avec Windows, voilà, regardez, Microsoft Print to PDF. Là, vous avez avec tous les Windows. Au niveau des imprimantes Windows, vous avez Microsoft Print to PDF, souvent. Et avec ça, en réalité, j'ai fait imprimer, mais il va l'imprimer sous forme d'un fichier PDF. Regardez. Et voilà, il me demande d'enregistrer ce fichier PDF-là. Et je récupère la page en PDF. Et ça, c'est valable sur Internet. En tout cas, cette fonction, cette imprimante-là qui s'appelle Microsoft Print PDF, permet d'enregistrer en PDF. C'est en PDF seulement. En PDF. En Word, c'est autre chose. Ça, on va le voir à la fin. Comment convertir un document PDF en Word. Ça peut être utile. On va le voir à la fin. Il faut me le rappeler si jamais je l'oublie. D'accord? Oui. Il y a des documents qui peuvent être protégés. C'est possible. Alors, quand c'est protégé, c'est évidemment difficile d'enlever la protection. C'est possible hein, quand on s'y connaît vraiment, mais c'est assez difficile. D'accord? En fait, j'ai dit que pour accéder parfois au niveau des fichiers PDF, il y a certains gens, des spécialistes, parfois, ils codent le fichier de telle sorte que tu peux accéder qu'à lecture seule. Tu n'as pas droit à faire des mises à jour ou des modifications. Ça, c'est des niveaux de protection. Oui, on peut protéger pour l'accès total. Oui. On peut protéger pour la modification. On peut lire, mais on ne peut pas modifier. C'est différents niveaux de protection qu'on peut mettre sur un fichier. Même avec Word, ça se fait. Hein? Mais pour également convertir un fichier PDF, un fichier Word en PDF, vous pouvez faire des recherches à travers Google. Il y a un site qui peut convertir ce fichier en faisant copier le fichier Word et enregistrer ça sur le système qui se trouve au niveau de Google. Après, ce système va vous demander maintenant de télécharger directement ces fichiers. Une fois que vous téléchargez ces fichiers, le système va automatiquement transformer, convertir le fichier Word en fichier PDF et le système va vous demander d'enregistrer ces fichiers dans un support. Là, vous pouvez récupérer le fichier en PDF. Okay.
Merci. Alors, pour les conversions, il y a un chapitre sur ça. Mais il faut savoir que pour convertir en PDF, c'est déjà plus simple. Et ça, installez-le dans votre Office déjà, dans votre Windows, et c'est plus simple. Le Microsoft Print PDF, vous pouvez l'installer, c'est gratuit. Si vous ne l'avez pas déjà sur votre machine, installez-le, c'est gratuit. Ça vous permet à partir de Word, en un clic, je vais vous montrer tout de suite. En un clic, comme enregistrer sous, vous choisissez PDF et puis c'est fini. D'accord, regardez. Je fais, voilà, fichier, enregistrer sous. Je mets n'importe où. Et ici, j'ai PDF. C'est tout. Ça, maintenant, je pense que tous les ordinateurs l'ont. Donc, ça ne pose pas de problème d'enregistrer en PDF. Alors, maintenant, pourquoi le PDF? Oui, allez-y. Donc, pour convertir un fichier PDF en Word, donc moi, je n'ai pas de problème dans ce côté. Mais si c'est Windows 7, donc Windows 7, j'ai du mal à convertir ça parce que moi, je ne trouve pas un fichier PDF à l'intérieur en passant par enregistrer sous, puis parcourir et modifier. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités pour convertir un fichier en PDF? En PDF, oui. Alors, la première chose que je vous dis, c'est changer de Windows. Windows 7, il y a que de grave. Mais moi, je pense que là... Alors, mais, oui, non, il y a des solutions. Mais d'abord, changer de Windows, c'est mieux. Mais bon, en même temps aussi, tout dépend de l'ordinateur. Il y a des ordinateurs, peut-être. Parce que les systèmes d'exploitation, plus ça évolue, plus ça demande beaucoup de capacité. Donc, voilà. Si on n'a pas envie de changer de système aussi, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est si vous ne pouvez pas le faire avec votre ordinateur, vous allez sur des sites internet. Il y a des sites internet pour ça. On va le voir. Il y a une partie pour ça. Il y a des sites internet pour convertir en PDF ou bien convertir de PDF en Word, etc. Et gratuitement. Ça, on va le voir tout à l'heure. Donc, il y a des solutions.